Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci d'être venu à l'école alsacienne, au théâtre Pierre Lamy. Je dois dire que nous sommes à chaque fois heureux et surpris que le dimanche matin, un jour comme aujourd'hui, où à Paris il fait beau, où le marathon empêche de traverser la Seine, ou alors aux deux extrémités, nous soyons devant une salle aussi pleine. À propos de marathon, je voudrais juste faire remarquer une chose. La maire de Paris, qui n'a à la bouche que le vivre ensemble, n'arrive pas à organiser une manifestation de cette nature de manière que ceux qui aiment courir, et ils ont bien le droit, et ceux qui n'aiment pas courir ou simplement qui ont des raisons de traverser Paris, puissent vivre précisément ensemble. Et ça, à un moment donné où, après avoir piétonnisé les voies sur berge, on pourrait imaginer que les coureurs seraient à la fois plus à l'aise et causeraient moins de soucis aux autres s'ils avaient la possibilité de courir près de la Seine. Mais j'ai l'intention de vous donner quelques nouvelles de notre entreprise. Alors, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu et ça fait surtout un moment qu'on n'a pas fait d'émission d'actualité puisque les deux précédentes étaient l'une sur la mémoire et l'oubli et l'autre sur l'Égypte, que vous avez l'une et l'autre apprécié. C'est d'ailleurs un point que j'aimerais éclaircir un jour avec vous et vous pouvez nous écrire à ce sujet. C'est la place que les émissions thématiques devraient prendre dans le déroulement général de notre podcast. Mais notre podcast a, comme vous le savez, des besoins matériels et je dois dire que il y a une chaîne de sympathie qui se crée, qui se déploie, qui augmente et qui fait que si ça continue sur ce rythme-là, au moment du 14 juillet, au moment de la fête nationale, on aura quasiment assuré notre survie économique et tout ça passe par cette chose qui avait déjà assuré le succès de l'émission quand nous la faisions par voix hertzienne, c'est-à-dire le bouche à oreille, et qui me fait penser à une chanson que, en dépit de la voix que j'ai, je voudrais quand même partager avec vous, qui fait le pharmacien l'a dit à la bouchère, et la bouchère l'a dit au charcutier, le charcutier l'a dit à monsieur le maire, et monsieur le maire l'a dit au cantonnier, le cantonnier l'a dit au chef de gare, le chef de gare l'a dit au père Camus, le père Camus l'a dit à la fanfare, et c'est comme ça que tout le pays l'a su. Eh bien, il ne reste qu'à continuer sur cette là. Merci beaucoup, ça s'appelle un peu. Merci, j'en profite pour faire aussi, pour remercier nommément ceux qui nous ont, avec mes camarades ici présents, ceux qui nous ont soutenus sur le site de financement participatif Ulule, et je nomme Erwan Tramer, Gilles Rodier, Olivier Hanbert, Baptiste Chalin, Christophe Guiton et Franck Portier. Alors, je demande pardon si j'écorche les noms, si je ne les prononce pas bien. Sophie Verrier, Olive Gau, Marielle Bianchi, Guillaume Poulsi, Fanny Lépine et David Morel-Jean. Béatrice Gibelin. Mathilde Nobécourt, Céline Bernard-Graille, Alain Renard, Gildas Roy, Philippe Plasson et Stéphane Leroy. Lucille. Catherine Dubas, Patrick Penet Avez, qui est à Lille, Gilbert Girard, Olivier Marquis ou Marchi, je ne sais pas, Pierre Contet et Sophie Passebon. Jean-Louis. Ah, moi, ils sont tous cités déjà. Ils sont tous cités. Olivier Marquis, Pierre Contet, Sophie Passebon, Mathilde Nobécourt, Céline Bernard-Graille, Alain Renard peut-être avait été oublié, donc non, je moi je l'ai l'ajoute. cité. Ah bon, alors Alain Renard. Il y en a qui ont eu droit à double ration. Et oui, mais ils vont en être quittes pour une double cotisation à notre. Voilà, bientôt, on va racheter France Culture. Oui. Il y a quelque chose. On peut peut-être citer ceux qui ne l'ont pas été. Oui, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas été ? Il y a Sophie Verrier, je crois. Si. Alors, tout le monde a été Si, cité. ça y est, c'est fait absolument. Faut pas nous essayer, pardonner. faut pas essayer, Il y a un côté, ça me rappelle quand j'étais enfant et qu'on allait à la messe dans l'Aveyron où on citait les noms des gens pour qui les intentions, enfin pour qui la messe était célébrée. En général, ils étaient morts, mais enfin quelques-uns étaient vivants, c'était pour la guérison d'eux, etc. Venons-en au fait, vous savez que nous sommes soutenus par le 1 et que nous le soutenons. Le numéro du 1 de cette semaine est consacré à l'affaire Prestalis. Prestalis, c'est cette société qui est chargée de la distribution, de la plupart des distributions de journaux papier, qui a été gérée en dépit du sens commun. Il y a sur cette gestion
gestion, une enquête de Philippe Kieffer dans Le 1 qui est tout à fait précise et remarquable, et en même temps, j'allais dire douloureuse dans la mesure où on voit à travers cette gestion-là comment elle est, si j'ose dire, exemplaire à l'envers de la gestion de beaucoup d'entreprises et pas seulement d'entreprises publiques ou partiellement publiques. Et je dois dire que j'ai apprécié que Louis Chavaillé, qui s'occupe de chaque semaine de trouver un poème en rapport avec le thème du 1, ait cité cette fable de La Fontaine, la génisse, la chèvre, la brebis, en société avec le lion, vous vous en souvenez. Ils se mettent en société, un cerf ou une biche meurt, et au moment de partager en 4 parts, le lion parle de ces 4 parts, et parlant de la première, dit « Elle est à moi, dit-il, et la raison, c'est que je m'appelle Lion. À cela, on n'a rien à dire. La seconde, par droit, me doit échoir encore. Ce droit, vous le savez, c'est le droit du plus fort. Comme le plus vaillant, je prétends la 3e. Si quelqu'une de vous touche à la 4e, je l'étranglerai, tout d'abord. » Nous allons maintenant nous essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, Lucille Schmitt du comité de rédaction de la revue Esprit et Michaela Wiegel, le retour. Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous commencerons par nous intéresser aux réformes institutionnelles. Édouard Philippe a présenté mercredi les grandes lignes du projet de réforme des institutions annoncé lors du congrès de Versailles en juillet dernier par Emmanuel Macron pour opérer, je le cite, un retour aux sources de la Ve République. On y trouve notamment une baisse du nombre de députés et de sénateurs d'environ 30%, une limitation du cumul de mandats à 3 consécutifs et l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives à hauteur de 15%, le tout afin, je recite, de moderniser la vie démocratique et de rendre plus efficace le travail parlementaire. Ces 3 principales propositions bénéficient d'un fort soutien populaire. Selon l'Institut Odoxa, 9 Français sur 10 se disent favorables à la réduction du nombre de parlementaires et à la limitation du nombre de leurs mandats consécutifs. Le président ayant annoncé lors de ses vœux de janvier dernier la mise en place d'un pacte girondin, rappelé son profond attachement au droit à la différenciation, plusieurs régions françaises, dont la Corse, l'Alsace ou la Bretagne, pourraient bénéficier d'une plus grande autonomie dans les différents processus de décision et même la possibilité d'adapter le droit national aux spécificités locales. Les Républicains ont dénoncé une lourde erreur menaçant la stabilité des institutions héritées du général de Gaulle. Le président du Sénat, Gérard Larcher, est en désaccord avec un texte qui, selon lui, ne permettra pas une juste représentation, et malgré les nombreuses tractations ces dernières semaines entre le gouvernement, le président du Sénat et celui de l'Assemblée. Les différents représentants de la gauche et de l'extrême gauche dénoncent un projet totalement déséquilibré et attentatoire au pluralisme politique. Si la loi constitutionnelle a été déposée le 5 avril au Conseil d'État, les lois organiques et ordinaires devront attendre la semaine prochaine et c'est en mai que l'Assemblée examinera le projet du gouvernement sur lequel le Sénat se penchera fin juin. Ni le président ni le Premier ministre ne se sont exprimés sur l'alternative vote du Congrès ou référendum. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Je crois que ce qui est très intéressant sur cette réforme institutionnelle, c'est qu'on nous dit 2 choses. D'abord que Emmanuel Macron l'a promis pendant la campagne et que, comme c'est un bon président de la République, il doit tenir ses promesses. Et puis on nous dit une deuxième chose, comme vous venez de le rappeler, c'est que pratiquement 80% des Français, lorsqu'on réalise une étude d'opinion, disent qu'ils sont pour la réduction du nombre de parlementaires et puis la limitation du nombre de mandats à 3. Et donc à partir de là, pourquoi dire, c'est ce que je pense, que cette réforme institutionnelle est peut-être une erreur qui pourrait affaiblir durablement Emmanuel Macron ? Pour plusieurs raisons. D'abord, sur le fait que c'est une réforme institutionnelle extrêmement composite, complexe, et que certes, il y a le nombre de parlementaires, la limitation du cumul des mandats, mais il y a aussi des éléments concernant la justice, notamment la suppression de la Cour de justice de la République qui est chargée de juger les ministres, avec l'idée que ensuite ce serait la Cour d'appel de Paris qui en serait en charge. Il y a des éléments intéressants, d'ailleurs, sur la question du parquet, autre nomination des magistrats du parquet. Il y a des éléments concernant la Corse, comme ça a été rappelé par Philippe.
et ce pacte girondin. Il y a aussi des éléments concernant l'organisation du travail parlementaire. Et au fond, à partir de là, les différents juristes, et il y a là-dessus des articles extrêmement complexes qui sont parus, disent mais au fond, on pourrait utiliser 3 méthodes selon les mesures promises par Emmanuel Macron pour adopter cette réforme institutionnelle, soit la loi simple, soit la loi organique, soit le Congrès et le référendum. Donc on se retrouve tout de suite dans un sujet digne du bac+8, alors même que sans doute les Français, je tiens à le rappeler, ne savent pas très bien à quoi sert un député, parce qu'autant ils savent à quoi sert un maire, autant le travail du député, là-dessus Jean-Louis Bourlanges pourra certainement nous en dire plus, est quelque chose qui reste assez inconnu pour les Français. Et le fait d'entrer dans ce genre de débat donne le sentiment quelque part de retourner vers la vieille politique. Au fond, depuis le départ, sur ce débat institutionnel, on a d'un côté Emmanuel Macron qui incarne la jeune politique, la nouvelle politique, et de l'autre côté, Gérard Larcher, qui défend la tradition française, et notamment le département, puisqu'il a montré que si on réduit à ce point le nombre de parlementaires, la France sera d'abord l'un des pays d'Europe où il y aura le moins de représentants démocratiquement élus au niveau national, c'est un point essentiel, et d'autre part qu'il faudrait sans doute, et là-dessus le Conseil constitutionnel sera juge, réduire tellement le nombre de parlementaires que peut-être ce ne serait plus au niveau du département, qui, vous le savez, depuis la Révolution française, est quand même le niveau de structure territoriale où se fait la vie politique. Il faudrait sans doute passer au niveau régional, et ça c'est un élément sur lequel je ne pense pas que les Français d'abord aient compris que ça se passerait ainsi, et je ne pense pas qu'ils aient anticipé sur le fait que l'éloignement des élus nationaux se ferait à ce point. Or, ça intervient à un moment particulier, qui est un moment où la plupart des Français ignorent qui sont leurs députés. En tout cas, il faut se rappeler que La République En Marche, qui est aujourd'hui largement majoritaire à l'Assemblée nationale, a fait élire, avec le portrait du président Macron, des personnes anonymes, qui aujourd'hui sont à la fois apportent de la nouveauté au Parlement, mais pour certains apparaissent aussi presque déconnectés de la vie politique nationale. Et donc le sujet qui se pose, c'est pourquoi faire une réforme institutionnelle si c'est pour renforcer encore la technocratisation, le pouvoir du président Emmanuel Macron, qui aujourd'hui apparaît par certains égards assez seul, avec un gouvernement également d'anonymes. Et est-ce que la solitude qu'organiserait Emmanuel Macron parce qu'il doit tenir une promesse ne serait pas quelque chose qui, in fine, le fragiliserait? C'est une question qu'il faut poser. Il faut se rappeler que Matteo Renzi avait essayé de faire un référendum, enfin, avait fait un référendum en 2014 qui lui a au fond coûté le pouvoir. Il avait un profil proche de celui d'Emmanuel Macron. La question doit se poser aujourd'hui. Faut-il vraiment faire cette réforme institutionnelle si c'est pour faire disparaître le Parlement? Béatrice Gibelin. Je pense que la question ne se pose plus. Ça va être fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Moi, je partage assez bien ton point de vue, mais l'erreur est peut-être déjà faite. Moi, je dois dire que j'étais surprise par cet engouement pour réduire le nombre des députés. C'est une mesure que, pour ma part, je juge populiste. Et ça vient à un moment où on avait l'habitude de dénigrer tout travail politique, quel qu'il soit. Et ça faisait bien de dire qu'on passerait. Alors on sera peut-être à 404 députés. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, on sera le pays où il y aura le nombre le plus réduit de représentants compte tenu de la population. Parce que ça veut dire aussi qu'on le diminue d'autant au Sénat, puisqu'on garde effectivement la même proportion. Pour ma part, je trouve ça dangereux. Et c'est céder à un discours anti-politique, anti-responsabilité politique que je trouve véritablement déplaisant. En plus, si on pense à l'Angleterre, enfin au Royaume-Uni, c'est 600 députés pour une population à peu près comparable à la nôtre sur un territoire plus petit. Nous, on va tomber à 400 et comme tu le rappelais, comment on va découper les circonscriptions? Alors, il y en aura une petite proportion à la proportionnelle. On parle d'une soixantaine de députés, c'est ça? Et puis les autres, 15%. Et les autres, ils seront élus différemment. Ça ne me gêne pas, puisque c'est déjà le cas dans le cadre du Sénat, où on a deux types d'élections, une partie à la proportionnelle et une autre qui ne l'est pas. Bon, donc ça, c'est pas pour moi le problème. Le problème, c'est que on va se trouver dans des situations où le rapport
rapport, j'allais dire, l'incarnation d'une certaine façon du député. On dit, il ne sait pas très bien ce qu'il fait. Ben oui, mais on sait quand même qu'il fait la loi. Ça, grosso modo, on est conscient de ça. Et on va s'éloigner considérablement du terrain et je pense que ça va pouvoir faire monter l'abstention encore. Parce que celui-là, on ne le connaît pas. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'il fait. Donc, on va sans doute le laisser tomber. Ça me semble assez préoccupant. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même un drôle de pays, parce que c'est la 24e fois qu'on touche à cette constitution de la Ve République. Bon, dans 10 ans, elle aura à peu près la longévité de celle de la 3e, donc ça veut dire qu'au fond, elle ne fonctionne pas si mal que ça, mais on est sans arrêt en train de la bidouiller. On améliore tel ou tel élément. Et puis, on a un rapport aux constitutions qui est curieux, parce qu'on a déjà la 15e constitution depuis 1789. Je rappellerai que les Britanniques fonctionnent sans constitution. Pour ce qui est des Britanniques et de leur nombre de députés, Béatrice a raison, mais en même temps, ils ont trouvé une solution pragmatique. C'est-à-dire, quand on a reconstruit la Chambre des communes après la guerre, on a reconstruit avec le nombre, pour respecter la tradition, avec le même nombre de sièges qu'il y avait de députés du temps d'Israéli, sauf qu'il y avait à peu près le double de députés. Donc aujourd'hui, tous les députés ne peuvent pas rentrer en même temps dans ce qui est une façon de réduire le nombre de députés, indolore, invisible et peut-être efficace. Et aussi de remplir la salle en permanence. Exactement. Michaela Wiegel. Oui, moi, ce qui me frappe, c'est que nous avons dans quasiment tous les pays européens actuellement une crise de la représentation politique et que la réponse française était de dire, en fait, au fond, cette crise, elle se résout par diminuer le nombre de députés et de sénateurs, donc par la représentation politique. En Allemagne, on a un cheminement un peu différent actuellement, c'est-à-dire nous avons entré au cœur même du Bundestag, donc du Parlement, ceux qui contestent la légitimité des autres, c'est-à-dire ces députés de l'alternative pour l'Allemagne qui sentent de l'intérieur critique. Alors, c'est une façon très différente, mais ce qui est assez frappant à voir actuellement, bon, on est au début de cette expérience, mais déjà, on voit que beaucoup de leurs thèses qui portaient sur les marchés, dans les cafés de commerce, ça marche beaucoup moins bien au sein du Bundestag. Donc, en quelque sorte, le Parlement joue son rôle de catalysateur, de vérificateur, de justement démontrer souvent le non-fondé des thèses les plus extrémistes. En France, effectivement, le Parlement ne joue pas ce rôle parce qu'avec le scrutin majoritaire, des groupes comme le Front National sont minoritaires au Parlement et 15% de doses de proportionnelle, comme c'est prévu, ne changera pas grand-chose à cet état des faits. Donc, je pense que c'est une réforme qui finalement apportera pas grand-chose. Ça donnera pas le sentiment que toutes les forces politiques du pays soient justement représentées au Parlement. Et avec la diminution concomitante des députés, on aura encore plus le sentiment que certains territoires ne sont pas réellement représentés. Alors, pour moi, ce qui explique l'esprit de cette réforme et la divergence vraiment profonde de la part de quelqu'un qui se dit européen, c'est que finalement, Emmanuel Macron reste dans sa pensée politique très profondément marquée par ce qu'on appelle l'esprit républicain quasiment monarchique, c'est-à-dire il considère que tout le pouvoir doit descendre de l'exécutif et du président. Donc je crains que, et ça a été dit, que ça va renforcer encore davantage un certain isolement politique du président de la République. Je voudrais dire un mot sur la Corse parce que je crois que c'est un aspect très important.
là aussi, dans une perspective européenne, parce que nous avons avec la Catalogne aujourd'hui un cas d'école que toute l'Europe observe. Et je crois qu'il est crucial de bien comprendre les revendications corses. Et la réponse me paraît, telle qu'elle est préconisée dans cette réforme, me paraît pas à la hauteur des espoirs que notamment la campagne électorale avait suscité. C'est-à-dire ce qu'avait dit Emmanuel Macron d'un nouveau pacte girondin, de respecter les caractéristiques propres d'une île comme la Corse, où effectivement on a aujourd'hui des absurdités dans la législation. Et je trouve par exemple assez curieux que quelqu'un qui se dit européen comme Emmanuel Macron ne veuille toujours pas ratifier la charte pour les langues régionales, qui permettrait justement d'une façon très élégante de permettre aussi à la Corse d'avoir cette autonomie linguistique tout en restant français. Et je trouve dommage que les solutions que propose l'Union européenne à l'heure actuelle ne soient pas prises en considération par cette réforme prévue de la Constitution française. Je résume pour les francophones. Donc, Michaela juge que le système préconisé par Emmanuel Macron n'est pas bottom-up, mais top-down. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois d'abord que on ne peut pas reprocher au président Macron d'appliquer ses promesses de campagne. Elles ne sont peut-être pas très judicieuses, ça se discute, mais en tout cas, elles ont été formulées de façon très claire pendant la campagne électorale. Je le dis d'autant plus que, personnellement, je me suis distingué pendant la campagne vis-à-vis de mes électeurs d'une d'entre elles. Ça ne change rien d'ailleurs, parce que je l'ai dit dans des réunions publiques, mais comme personne ne va aux réunions publiques, les électeurs qui ont voté pour moi ne savent pas à quel point j'étais hérétique déjà par rapport à la pensée présidentielle. Mais je me suis séparé d'Emmanuel Macron parce que j'étais fidèle à la doctrine que j'avais exprimée dans le cadre de la commission Balladur avec le regretté Guy Carcassonne sur la limitation à 3 mandats. Je considère qu'il est absolument contraire aux principes fondamentaux de la République d'empêcher les électeurs de voter pour le candidat de leur préférence, le candidat de leur choix, dès lors que celui-ci n'est pas conflicté, comme on dit en bon français maintenant, n'est pas conflicté et n'a pas démérité sur le plan moral, sur le plan pénal, etc. Donc je ne vois pas pourquoi on dirait aux Français, celui-ci qui a votre préférence et qui a déjà exercé 3 mandats n'a pas le droit de se présenter. Je pense que les Américains auraient gagné à élire Clinton une fois supplémentaire plutôt que George W. Bush, et le monde aussi, puisqu'on serait évité la guerre d'Irak et tout ce qui s'en est suivi. Mais c'est une question de principe. Au nom de quoi limiter le pouvoir de ce que Guy Carcassonne appelait être des adultes consentants que sont les citoyens. Ça, je l'avais dit pendant la campagne et je suis mal à l'aise. Alors je me rassure parce que c'est quand même une vaste blague, puisque cette interdiction, cette limitation à 3 mandats, en application du principe de non-rétroactivité, elle va en fait entrer en vigueur dans les années 30. Donc on a quand même le temps de voir venir. Hein, bon. Vous en serez à votre 7e mandat. Mais oui, absolument, oui, ça se présente très bien. Mais il n'y a pas d'interdiction des mandats posthumes en plus. Donc. Non, je n'appliquerai pas la fameuse règle d'Édouard Frédéric Dupont, qui a été longtemps député du 7e arrondissement, et dont on disait Édouard Frédéric Dupont siégera à l'Assemblée nationale jusqu'à sa mort et il ira après au Sénat. Alors là, sur l'approbation, là où je suis sensible aux critiques qui sont faites, l'approbation des Français me paraît très inquiétante. Et elle me paraît très inquiétante pour le pouvoir, parce que je trouve qu'il est dommage que cette réforme soit en fait adossée à une espèce de frustration, d'insatisfaction populiste, compréhensible de la part des électeurs. Les Français considèrent, à juste titre, que les parlementaires ne servent pratiquement à rien. Bon. Et à juste titre. Donc, face à cela, ils ont une attitude anti-parlementaire. Donc, vous leur dites, on va arrêter à 3 mandats. Bravo, bravo.
vous leur dites, on va réduire le nombre. Bravo, bravo, bravo. On peut continuer comme ça, et on aurait pu dire, on va diminuer la rémunération, on va faire que les députés seront payés au SMIC. Les Français diraient bravo, bravo, bravo. Et pour deux choses complémentaires, non seulement on devrait arrêter même au 2e mandat, pas au 3e mandat, mais on devrait, comme l'avait proposé Bruno Le Maire à un moment, on devrait commencer par obliger les fonctionnaires à démissionner, de manière que non seulement les parlementaires soient sûrs de ne plus être parlementaires au bout de 5 ou 10 ans, mais qu'ils soient en plus assurés de ne plus avoir de métier. Ce qui enrichirait Pôle emploi, si je puis dire. Non pas d'argent, mais de candidats, de membres. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, donc fonctionnaire de catégorie A, vous êtes élu député à Dijon ou à Bordeaux. Bon, vous faites 1, 2 mandats, et comme monsieur le maire vous avez démissionné avant, au bout du 2e mandat, vous dites « Ah, voilà, je ne peux plus être professeur dans l'enseignement public. Le fait que j'enseigne l'histoire, qui est justement ce que je sais faire, m'est interdit. Qu'est-ce que je fais ? Je suis bien professeur d'histoire, c'est rien faire d'autre, ça c'est clair. Moi j'ai des profs de lettres, c'est la même chose. Bon, donc on se met à ce moment-là à Pôle emploi. Donc c'est simplement l'expression d'une méfiance à l'égard des parlementaires, et je crois que c'est pas ainsi qu'il faut traiter le problème. Alors, je ne suis pas hostile à la réduction du nombre de mandats. Je crois qu'on est surchargé à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si ces locaux sont trop petits, comme selon le principe de Lord Beaconsfield, du rappel de la Chambre anglaise à l'époque de Disraeli. Je ne sais pas si c'est les locaux qui sont trop petits ou les parlementaires qui sont trop nombreux. Manifestement, c'est moins cher de réduire le nombre de parlementaires que d'accroître la taille des locaux. Donc, on a fait cela. Mais c'est vrai qu'on est surchargé. Cela dit, je suis d'accord avec vous, ça pose un vrai problème de représentation à partir du moment où on maintient ce système uninominal. Et les mêmes Français qui applaudissent aujourd'hui à la réduction du nombre des mandats seront très mécontents d'avoir un parlementaire qui devra parcourir en tous sens une circonscription vraiment démesurée et pour être à ses électeurs, ne plus être à son mandat. Donc je pense qu'il y a un problème. Mais au-delà de ça, ce qui me gêne, ce qui me gêne dans cette affaire, très profondément, c'est pas ces dispositions qu'on peut voter, qui ne sont pas, à mon avis, la proportionnelle, on pourrait en parler, je n'en parlerai pas parce que je vois bien que mon temps est compté. Mais ce que je veux dire, c'est que mais il n'est pas mesuré. Ce qu'on attend en matière constitutionnelle, en matière de République, du président de la République, c'est 3 choses, me semble-t-il. Premièrement, la restauration de l'autorité de l'État et du chef de l'État. Ça, carton plein. Non mais laissez-moi dire du bien du président, mon Dieu. Là, carton plein, il a restauré l'image présidentielle, l'autorité présidentielle, la parole présidentielle, le discours pour le colonel Beltrame le montre. Deuxièmement, la démocratie représentative. Il faut sauver la démocratie représentative. Et j'attendrai de lui qu'il ait, sur la démocratie représentative, le même rôle à contre-emploi qu'il a sur l'Europe. On dit que les Français sont lassés par l'Europe. Il a dit qu'il faut faire l'Europe. Il faut donner une légitimité nouvelle au contrôle parlementaire. Et ce serait quelque chose qui lui serait, Lucie l'a sous-entendu, qui serait utile pour lui. Troisièmement, il faut effectivement articuler le pouvoir délibératif national avec la reconnaissance de la démocratie locale, de la démocratie territoriale. Et ça, selon moi, ça passait par une nouvelle réflexion qui aurait pu être très originale sur le bicamérisme et sur une articulation nouvelle des pouvoirs du Sénat et de l'Assemblée nationale. De l'ambition. Il faut avoir non pas la réforme intransitive, c'est-à-dire la réforme qui ne dit pas où elle va, mais une réforme qui se donne des objectifs. Et les objectifs aujourd'hui, c'est de refonder un rapport fort entre les Français et la République. Lucille Schmitt. Oui, merci Jean-Louis. Merci de ces accents gauliens. En ce qui me concerne, et tocquevillien, bien sûr, les deux à la fois, c'est quand même ça, c'est Jean-Louis Bourlange. En même temps. Moi, ce que je voulais rappeler, c'est que
on fait ces réformes, et on va les faire, comme l'a dit Béatrice, juste après une réforme très importante qui est le non-cumul des mandats et qui a été organisée du temps de François Hollande. C'est-à-dire qu'en fait, comme souvent en France, on accumule les réformes et on ne les évalue pas avant de voir leurs résultats sur l'état de la démocratie, parce que le non-cumul des mandats entre maires et députés qui vient d'être réalisé dans le cadre de la nouvelle législature est quelque chose qui bouleverse profondément le paysage local et le paysage national. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des maires qui ne sont plus députés, alors qu'avant, c'était l'articulation entre le local et le national. Donc là, il y a quelque chose, en plus avec l'arrivée d'anonymes à l'Assemblée nationale, qui crée une vraie déconnexion entre ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, et ça, c'est un point très important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que par rapport à cette réforme qui va se faire, il n'y a plus d'opposants par rapport à Emmanuel Macron. Je vous rappelle que depuis 1998, on avait tout un truc sur la 6e République qui avait été notamment porté par Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, etc., la jeune garde à l'époque du Parti socialiste. Moi, je trouve que cette question de la 6e République, qui était soit un régime parlementaire, soit un régime plus présidentiel, et qui donnait enfin une structuration à des institutions qui aujourd'hui sont à la fois très complexes et seront encore plus complexes avec cette réforme, et très présidentialiste, technocratique, et le débat n'est pas vraiment dans la presse. On discute sur que va faire le Conseil constitutionnel, comment ça va être adopté, est-ce qu'il y aura un référendum, etc. Donc on est déjà dans une forme d'autoritarisme d'imposition de la réforme qui montre que du côté du Parlement, du côté d'anciens parlementaires, du côté de ceux qui portaient au fond le fer par rapport à l'idée d'un régime plus démocratique, plus parlementariste, du côté des contre-pouvoirs, il y a une espèce d'atonie du débat, et ça c'est quelque chose qui est inquiétant. Il n'y a guère que Dominique Rousseau, grand professeur de droit, qui porte la question de est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire quelque chose, un peu comme le disait Michaela, qui est au fond remettre la société aussi, remettre au fond le lien entre les parlementaires et leurs représentants dans quelque chose de réel. On aurait pu imaginer du droit de pétition, on aurait pu imaginer quelque chose qui montre qu'on fait entrer les citoyens au Parlement, et là on discute sur comment est-ce qu'on va réduire les parlementaires, donc comment est-ce qu'on va au contraire les séparer de la société, et ça me semble être quelque chose de réellement préoccupant. Béatrice Gibelin. Je pense qu'ils doivent se représenter que comme c'est plein de nouveaux députés issus de la société civile, les citoyens sont représentés au Parlement. Ils n'ont pas du tout le sentiment qu'il y ait cette coupure, puisque enfin, on a des élus qui ne sont pas des professionnels de la politique et ils sont donc représentatifs de l'ensemble de la société. Donc là-dessus, ils sont assez tranquilles. Le lien entre le député-maire qui faisait le lien entre le local et le national, tous les députés n'étaient pas maires, ce n'était qu'un certain nombre d'entre eux et de villes importantes. Et à moins de 9000 habitants, on pourra toujours être député-maire. Ça veut dire qu'un très grand nombre... Non, on parlait en fait des députés-maires de Montpellier, de Nantes, de Strasbourg, de Lille, c'est-à-dire de villes importantes. Mais d'une certaine façon, on aura encore des députés qui pourront être maires dans des villes qui seront à moins de 9000 habitants, ce qui est quand même la très grande majorité des villes. Donc il n'y a pas forcément une rupture totale à cet endroit-là. Mais ce qui me semble... Il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir. L'un, c'est... comment va se passer véritablement le découpage électoral? Et le rapport au département que tu as signalé me semble très important. Parce que dans les représentations qu'ont les Français, alors peut-être moins vrai et aujourd'hui, mais vu mon âge, le département était le référent important depuis 1789, casser effectivement ce rapport-là au département va avoir des conséquences importantes. Quant à le faire au niveau des régions, 13 régions avec de très grands territoires va poser aussi de gros problèmes. Et cette idée de parcourir des grandes circonscriptions, quand on sera élu dans l'agglomération parisienne, ça sera simple. Quand on sera élu, je ne sais pas, au fin fond du Massif central, mon cher Philippe, ou dans le sud de l'Aquitaine, ou en montagne, les choses seront difficiles. Alors on va dire, ils font la loi, ils n'ont pas à être forcément sur le terrain. Mais dans la culture française, c'est pas vrai. Il y a un lien entre le député et le territoire qui me semble important. Puis je voudrais réagir à ce que Michaela a dit sur la Corse. La volonté des Corses, c'est plus d'autonomie. Bon, alors je rappellerai qu'il y a eu 50% d'abstention aux élections en Corse. Ça veut dire qu'un Corse sur deux n'a pas eu envie d'aller voter ni pour les autonomistes, ni pour les partis très corrompus et clientélistes de la Corse. Ça, c'est un point important. La ratification des langues régionales, c'est le Conseil de l'Europe. C'est pas quelque chose qui relève de l'UE. C'est pas la même chose. C'est le Conseil de l'Europe. C'est autre chose. Et ce que demandent les autonomies, c'est la co-officialité du Corse.
ce qui n'est pas du tout non plus la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui acte officiel, administratif officiel, pourrait avoir lieu en langue corse. Il faut savoir qu'il y a moins de 5% des Corses qui parlent la langue corse, qu'on essaye par tous les moyens de faire apprendre le corse aux gamins et que c'est extrêmement difficile, que ceux qui apprennent le plus le corse, c'est ceux qui sont arrivés du continent et qui veulent vraiment avoir l'air corse et qui du coup apprennent le corse pour être bien sûr d'être bien intégrés à la Corse et qu'ils n'auront pas d'ennui. C'est ça la réalité. Corse comme langue étrangère. On essaye par tous les moyens d'injecter de la langue corse, mais c'est pas ça qui se passe. Bon, donc ça me semble quelque chose de tout à fait essentiel à prendre en compte. Et dernier point, je ne suis pas sûre qu'avec une autonomie financière plus grande, on puisse avoir des élus nationalistes qui sachent résister tant au clientélisme qu'à la mafia. Michaela Wiegel. Alors, juste une toute petite remarque, parce que je suis étonnée que vous opposez l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Pour moi, je pense... Je ne les oppose pas, c'est deux choses différentes. Oui, mais la Russie fait partie du Conseil de l'Europe. Oui, mais la Turquie aussi. Je n'ai rien contre le fait que cette charte soit proposée par le Conseil de l'Europe, si elle peut être utile. Et la majorité des pays membres du Conseil de l'Europe l'ont ratifiée, et ça a aidé à justement donner le sentiment que c'est pas l'État centralisateur qui gère de façon très autoritaire le droit des différentes régions à avoir l'enseignement d'une langue régionale. Et je pense que comment dire, on sent une crispation et moi je trouve que c'est un peu caricatural de dire c'est que les continentaux qui apprennent le corse. Je crois que en vérité, on a partout en Europe aujourd'hui des mouvements qui posent sur la base sur un souci identitaire, et dans certaines régions, par exemple en Bavière, on n'a pas ce problème parce qu'on peut on peut apprendre le bavarois sans que un État, Berlin, dise mais on ne souhaite pas Michaela, on apprend le corse en Corse. Dans les écoles publiques, on apprend le corse. Donc oui, c'est pas la même chose que d'être une langue officielle. Exactement. La coofficialité, c'est totalement Alors, autre chose. est-ce que vous savez qu'en Sarre, par exemple, le français est co-officiel par rapport à l'Allemagne? Mais c'est normal, la Sarre, c'était chez nous. Et deux référendums successifs abusivement perdus par la France. Non, mais sincèrement, je crois qu'il y a trop de peur de perdre en quelque sorte la mainmise. Je sais, c'est historiquement fondé que la France s'est fait aussi par la langue française, mais n'empêche, je pense dans une perspective plus européenne, et je prends au mot le président, et je crois c'est un Européen convaincu, j'aurais souhaité plus d'ouverture sur des pratiques ailleurs. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je suis hélas moins optimiste que Béatrice sur la représentativité et le rôle que joue le Parlement. Actuellement, nous sommes quand même dans une situation très difficile où nous avons une double mise en cause du Parlement par la tradition de la Ve République qui donne vraiment tout le pouvoir politique en réalité au président de la République, et quand ce n'est pas le président de la République en cas de cohabitation, ça revient au même, parce que le Premier ministre l'exerce et il est dans une situation de très grande force vis-à-vis de sa majorité parlementaire en disant « si vous m'attaquez, vous exposez, vous nous exposez tous au président de la République qui est de l'autre tendance ». Donc on a vraiment ça. Et d'autre part, une mise en cause, qualifions-la de populisme, mais je ne veux pas donner à ce mot un caractère trop péjoratif, mais une mise en cause anti-parlementaire, anti-démocratie représentative, extrêmement forte. Si bien que, actuellement, alors, un parlementaire qui n'est plus en situation de cumuler, ce qui est le cas pour moi, je vois très bien dans ma circonscription, qui n'est plus en situation de cumuler sur le plan local, qui donc n'existe pas sur le plan local. C'est très bien, on peut faire les marchés, on peut faire des trucs, on fait des déclarations publiques de temps à autre, mais on
on n'existe pas politiquement. Les élus ne sont pas intéressés à ce que peut penser ou faire M. Bourlange. Ils s'en fichent complètement dans ma circonscription. Ils sont gentils quand ils sont gentils, ils ne sont pas gentils quand ils ne sont pas gentils, et puis c'est tout. Et sur le plan national, on est coincé parce que vraiment, c'est tout à fait, la situation que je ressens au Parlement est tout à fait différente de celle que j'éprouvais quand j'étais parlementaire européen, où dans un système à la Montesquieu, avec pluralité des pouvoirs, coopération entre les pouvoirs, il y avait respect général de la Commission, du Parlement et du Conseil, les uns pour les autres. Là, on obéit. Donc le parlementaire, je le maintiens, aujourd'hui, est le député. Je ne dis pas que ce soit la même chose pour le sénateur, mais le député est un couteau sans lame auquel il manque le manche. Et alors, deuxième petite observation... un mot sur la jeunesse. Je crois qu'il y a une contradiction entre la volonté de mettre au pouvoir la société civile et de mettre au pouvoir les jeunes. Si vous voulez mettre au pouvoir la société civile, il faut prendre des vieux, parce qu'ils ont fait quelque chose avant. Si vous mettez des jeunes, ce qui est le cas actuellement, vous avez des néo-professionnels. Ce qui est le cas actuellement, nos parlementaires, ils sont très gentils, ils sont très bien, les jeunes de République En Marche. Mais ce sont des gens qui sont en apprentissage d'une vie professionnelle, politique à temps plein. Lucille Schmitt, je suis d'accord sur les vieux. Lucille Schmitt. Deux petites choses par rapport à ce que disait Béatrice sur la question de l'absence d'interrogation sur le fait que justement les jeunes sont au pouvoir, les nouveaux sont là et la société civile. La question, c'est qu'il ne faut pas oublier que le taux d'abstention aux élections législatives, qui arrivent juste après l'élection présidentielle, est à peu près multiplié par 2 par rapport à l'élection présidentielle. Donc vous avez plus de 50% d'abstention aux élections législatives. Et donc la légitimité de cette élection par rapport à l'élection présidentielle, depuis qu'on a changé le calendrier, je rappelle que c'est Lionel Jospin qui avait fait ça, a aspiré à diminuer le parlementarisme déjà extrêmement faible qui existait dans la Constitution de la 5e. Donc la légitimité est en plus extrêmement faible en termes démocratiques parce qu'il y a plus de 50% d'abstention. La deuxième chose très rapide que je veux dire, c'est la question de la réforme. On voit que Jean-Louis disait, il a raison de le faire, Emmanuel Macron, puisqu'il l'a dit. Il a dit beaucoup de choses, hein. Mais la question, c'est le sens des réformes. Et lorsqu'on accumule, en fait, les mouvements, ça vient aussi dans le contexte de la SNCF, sur lequel on commence à s'interroger sur le sens de cette volonté de réforme. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'il y a vraiment un projet qui a un sens, une vision ? Et au fond, le mouvement, l'accumulation du mouvement ne donne-t-elle pas l'impression d'une forme de confusion ? C'est une question qui commence à émerger. Et la réforme institutionnelle arrivant à un moment où il y a déjà cette question posée autour de la SNCF, Trésor national, est quelque chose qui peut vraiment affaiblir Macron. Il faut se poser la question de réformer, c'est bien, mais avec quel contenu, avec quelle vision, et est-ce que tout cela est cohérent ? Oui, parmi les questions qui restent posées, il me semble qu'il y en a au moins 3. Celle du découplage entre l'élection législative et l'élection présidentielle. Celle des moyens donnés aux parlementaires qui sont absolument insuffisants et c'est par pure démagogie qu'on rogne leurs moyens ou qu'on leur interdit d'embaucher leur épouse ou leurs enfants. Et celle aussi de la maîtrise de l'Assemblée sur son ordre du jour, puisqu'on est dans une situation où l'ordre du jour des débats à l'Assemblée n'est pas fixé par elle-même, contrairement à tous les autres parlements, mais par l'exécutif. Je vous propose que nous passions maintenant à notre deuxième sujet, celui qui concerne plutôt le reste du monde et que même on pourrait intituler Poutine contre le reste du monde. Vladimir Poutine a été élu pour un 4e mandat le 18 mars dernier. Il est à la tête d'une fédération russe que, de fait, il gouverne depuis 18 ans. Et il a obtenu plus de 77% des voix pour une participation record de 68% des inscrits. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, avait été déclaré inéligible par la commission électorale en octobre après sa condamnation pour détournement de fonds, condamnation que l'intéressé juge fabriquée de toutes pièces pour lui barrer la route du Kremlin. Si de nombreux cas d'irrégularité ont été observés, bourrage d'urnes, votes multiples, etc., selon le centre de recherche indépendant Levada, 55% des 18-25 ans russes disent avoir confiance en Poutine, malgré un bilan en demi-teinte, marqué par une explosion du coût de la vie, due en partie aux lourdes sanctions internationales qui pèsent sur le pays. L'annexion de la Crimée en 2014 et le conflit avec les nouvelles autorités pro-occidentales de Kiev ont contribué à exacerber les tensions avec l'Union européenne et même avec l'Occident de façon plus générale. En Syrie, dès les débuts de la guerre civile, en septembre 2015, Vladimir Poutine s'est fait le défenseur du régime de Bachar el-Assad, s'immisçant dans l'équation régionale aux côtés de la Turquie, de l'Iran et d'Israël. Officiellement mobilisé contre Daesh, l'intervention russe a surtout ciblé les groupes rebelles en lutte contre le régime syrien, ainsi que de nombreuses positions civiles s'attirant les foudres de l'ONU.
Depuis 2016, la Russie est au cœur d'une polémique autour de possibles cyberattaques et de nombreux cas supposés d'ingérence ou de désinformation sur les réseaux sociaux destinés à déstabiliser ou à favoriser certains candidats. C'est le cas notamment de l'AfD en Allemagne, du Front National en France, mais aussi et surtout de la course à la présidentielle américaine au profit de Donald Trump. Plus récemment, c'est l'affaire d'empoisonnement de l'ex-agent Sergei Skripal et de sa fille le 4 mars sur le sol britannique qui a ravivé les tensions avec le pays de Vladimir Poutine, conduisant à un mouvement de représailles coordonné sans précédent de la part du camp occidental. Si la Russie dénonce une énième campagne de provocation anti-russe, 26 pays, dont 18 membres de l'Union européenne et de l'OTAN, ont déjà manifesté leur soutien à la Grande-Bretagne en décrétant l'expulsion de plus de 121 diplomates russes, du jamais vu depuis la guerre froide. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Vous écoutez dans cette présentation, Philippe, c'est véritablement Poutine, le grand danger et le retour de la guerre froide. Moi, je vais avoir une présentation un petit peu différente pour essayer de comprendre pourquoi, d'une certaine façon, on en est là. La Russie est un grand État. C'est un grand peuple, c'est une grande histoire. Cet effondrement de l'Empire soviétique qui s'est fait de l'intérieur, même si l'extérieur a essayé pendant de longues années d'affaiblir le régime communiste, mais qui s'est fait de l'intérieur, puisque, contre toute attente, c'est la Russie, avec Boris Eltsine, qui quitte l'Empire soviétique, ce qui ne s'était jamais vu nulle part, puisque bien évidemment, c'est généralement pas le cœur même de l'Empire qui décide de détruire l'Empire, donc ça c'est quand même une originalité exceptionnelle, et qui va donc conduire à l'effondrement de l'Empire. Donc la Russie d'aujourd'hui n'est plus un empire. Elle n'est plus un empire et elle n'est plus communiste. C'est un État-nation complexe dans une économie libérale. Ce passage-là, dans un laps de temps qui est relativement court, est très difficile à gérer. Et je pense que Poutine, s'il a encore cet appui politique, tu as rappelé les jeunes 55%, et il a été élu, même si on a bourré les urnes, même si, etc., il a quand même été élu avec une abstention dont il craignait qu'elle soit forte, mais on a poussé à ce qu'elle ne le soit pas, on est d'accord. Mais il a une adhésion d'une grande partie de la population russe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il a pris en main la volonté de rendre à la Russie sa puissance. C'est une reconquête de puissance incontestable, c'est une reconquête de prestige, et il a rendu de nouveau les Russes fiers d'être Russes. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'on ne peut pas passer comme ça sous silence. Je ne défends pas Poutine, hein, ce n'est pas mon problème. J'essaye de regarder pourquoi ça fonctionne. La Russie, c'est le plus grand État du monde. C'est un État qui est multiculturel, qui est multifonctionnel, qui est multiethnique, qui est dans des inégalités colossales. À la limite, on peut avoir la City à Moscou et aller chercher l'eau au puits encore dans un certain nombre de villages. C'est très difficile à tenir un État comme ça, et je pense que Poutine est absolument habité par l'idée qu'il faut tenir l'ensemble de cette grande diversité dans un centralisme puissant, qui est celui qu'il exerce à partir du Kremlin pour tenir ses périphéries. Ça a démarré dès qu'il a été au pouvoir par l'écrasement effectivement de la rébellion tchétchène, qui est effectivement appartient totalement à la Fédération de Russie, et il a voulu montrer que maintenant c'était terminé, qu'on n'y toucherait plus et que la souveraineté du pays serait mise en premier lieu. Et face à ça, il n'y a aucune réponse. Et je pense que dans le cadre des États-Unis, la façon dont ils se sont vus vainqueurs véritablement de la guerre froide, et que maintenant, c'est tout, c'était la fin de l'histoire, comme le disaient certains, et qu'ils étaient en position de domination totale, sans penser que cette situation allait générer une réaction forte qui va durer. Moi, je ne crois pas à la fin d'un poutinisme rapide, parce qu'il y a une adhésion d'une grande partie de la population qui fait que ça tiendra et que l'opposition, dernier point, est particulièrement divisée.
Michaela Wiegel. Oui, nous ne sommes pas concertés, mais j'allais, à travers l'affaire Skripal, faire à peu près la même analyse. Je trouve l'affaire Skripal, qui s'est quand même soldée par le plus gros mouvement de rétraction de diplomates dans les pays divers, en tous les cas concertés depuis la guerre froide, et à mon avis, malheureusement, symbolique pour une certaine façon de fonctionner. Et en Allemagne, on commence à avoir des voix importantes critiques. Alors, la Grande-Bretagne nous dit c'était les services russes qui ont organisé cette attaque et sans demander des preuves, l'Allemagne, la France, les États-Unis, tout le monde a désigné Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où le laboratoire qui avait à examiner les échantillons dit il n'y a aucune certitude que ces produits toxiques émanent réellement de la Russie. Mais le mal est déjà fait. Et donc, le vice-président de la CDU, Armin Laschet, c'est le premier en Allemagne qui a dit il aurait mieux valu avoir vraiment les preuves que la Russie soit à l'origine de cette attaque avant de montrer à un tel point la solidarité avec Theresa May, qui par ailleurs a tout enterré, vu sa situation difficile, son incapacité à mener à bien les négociations sur le Brexit, elle a tout enterré, à trouver justement d'autres voies pour montrer qu'elle est toujours intégrée dans cette communauté internationale. Et donc, moi je pense malheureusement, on est trop dans une politique en Europe aujourd'hui où le premier réflexe, c'est de désigner Poutine comme la source du mal. Et ça cache notre propre incapacité, et là je parle vraiment de l'incapacité au sein de l'Union européenne, d'avoir une stratégie cohérente vis-à-vis de la Russie. Sur la Syrie, par exemple, Emmanuel Macron avait dit ligne rouge, mais personne n'a vraiment essayé de forger tout d'abord une position européenne commune pour justement affronter sur cette question précise des possibles attaques chimiques sur la population civile en Syrie, une position commune européenne vis-à-vis de Poutine. Donc en fait, chacun fait des déclarations pour soi, mais il n'y a aucun front uni vis-à-vis de Poutine, ce qui est très regrettable. Et je pense que tant que ce sera le cas, ce sera très difficile de contrer vraiment les initiatives qui sont souvent effectivement malveillantes de Poutine vis-à-vis de l'Occident. Lucille Schmitt. Oui, je crois qu'on voit bien à travers les différentes analyses qu'on a aujourd'hui dans la presse ou les réactions politiques qu'on est toujours face à la même question, c'est au fond comment traiter la Russie lorsqu'on est européen. Et je voulais quand même rappeler que certes c'est le plus grand État du monde, 17 millions de kilomètres carrés, mais il y a 75% de la population russe qui est du côté européen. Donc c'est un État européen, je crois qu'il faut le dire, et c'est quelque chose d'important à avoir en tête par rapport à ce que vient de dire Michaela sur le fait que l'ostracisation extrêmement rapide et le fait de soutenir Theresa May pose un problème européen. On a décidé, Theresa May a annoncé l'expulsion des diplomates russes le 17 mars, c'est-à-dire la veille de l'élection de Poutine, et on aurait voulu renforcer la participation, qu'on n'aurait pas agi autrement. Je pense que c'est un point important. Je ne sais pas qui est responsable de cet empoisonnement, mais la question, c'est au fond quand même le calendrier qui fait qu'on a eu une absence de prudence. Theresa May, d'ailleurs, a joué là-dessus pour des raisons évidentes par rapport à la solidarité européenne. Et je pense que si ça avait été un autre État que la Russie, on aurait été plus prudent. Donc il y a un sujet qui se pose, c'est comment traiter la Russie. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que Poutine apparaît extrêmement fort, et notamment dans ce résultat, mais est-il vraiment fort ? C'est une question qu'il faut continuer à se poser, et d'ailleurs que Béatrice a commencé à poser en disant « je crois à sa pérennité ». Moi, personnellement, je laisse la question ouverte. Je constate qu'il a eu un résultat bien meilleur qu'en 2012, où à l'époque, après les élections législatives de 2011, il était affaibli. Il avait fait quelque chose comme 63%, ça peut sembler énorme, mais par rapport à un État
autoritaire et sur lequel il y a surtout un contrôle en fait via les régions, puisque tous les résultats, au fond, chacun est comptable au niveau régional des résultats dans sa région par rapport à Poutine et à Moscou. Donc c'est un résultat qui est meilleur, mais qui tient aussi à ce que Navalny, qui était qualifié, je vous le rappelle, par le Time de Erin Brockovich russe, et qui, lorsqu'il se déplace où que ce soit en Russie, et qui est très russe, c'est-à-dire qui nous montre, qui est anti-corruption et russe, qui met en scène ce côté russe et non pas le lien avec l'Europe, qui n'est pas un opposant venu d'ailleurs. Quand il se déplace, d'abord ses vidéos sur YouTube sont regardées par des millions de personnes, il y a des millions de vues, et ensuite quand il se déplace, il est suivi dans la rue par des dizaines, par des centaines de Russes. Donc il y a quelque chose autour de l'exclusion de Navalny qui fait que, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça aurait donné s'il avait été là ? Le paradoxe, c'est que c'est un pouvoir autoritaire qui en même temps veut contrôler les élections, mais qui veut les contrôler et qui montre en même temps l'importance du processus électoral. Ça, c'est quelque chose de différent par rapport à l'Empire soviétique. Et puis, je voudrais rappeler qu'à peine Poutine élu, il y a cette terrible catastrophe de Kemerovo en Sibérie, où 64 personnes, dont beaucoup d'enfants, trouvent la mort dans un centre commercial, et que là, brusquement, se dévoile, à peine Poutine élu, l'extrême fragilité, quelque part, du régime, qui fonctionne sur la corruption, qui fonctionne sur l'opacité, et que là, des dizaines de milliers de Russes se réunissent, et qu'il y a Poutine démission. Donc, la question, c'est est-ce que Poutine n'est pas plus fragile que nous ne le pensons ? Et comment, au fond, ces 150 millions de Russes pourraient réagir ? Est-ce que Poutine fera vraiment un 5e mandat ? D'abord, pour ça, il faut modifier la Constitution. Et au fond, la question est aujourd'hui posée à partir de cet accident de Kemerovo. Je voudrais terminer en disant une chose, c'est que trop souvent, lorsque on regarde les journaux, on a l'impression qu'on dit, pour les Russes, la démocratie, c'est pas quelque chose pour les Russes. Je trouve ça profondément raciste. Et il y a quelque chose, ce sont des Européens, la démocratie est pour les Russes comme pour les Français. Et il y a quelque chose autour de ça qui doit nous amener à nous interroger sur les traumatismes, au fond, qu'ont subis les Russes depuis maintenant plusieurs générations. Dans les années 90, la libéralisation s'est faite à marche forcée. Et au fond, l'économie a plongé très brutalement en même temps qu'émergeaient les oligarques. Donc aujourd'hui, on a une économie russe en berne qui dépend du pétrole, du gaz. L'économie de rente est plus que jamais puissante. Poutine a échoué sur le plan économique. Et du coup, les questions de sa fragilité et est-ce que la société russe, comment va-t-elle évoluer ? C'est une question qu'on devrait se poser autant que soutenir ou pas Poutine. Jean-Louis Bourlange. Oui, sur ce dernier point, sur le relativisme qui dit pas de démocratie pour les Russes parce que c'est un peuple d'esclaves, de moujiks, etc. Je rappellerai un souvenir personnel. J'avais invité à déjeuner, au nom de ma région d'ailleurs à l'époque, j'avais invité à déjeuner à Paris Boris Nemtsov, qui a été depuis assassiné dans les conditions que l'on sait. Et on avait eu, c'était vers 93, et on avait eu une discussion sur ça. Et je lui disais assez sottement, comme la plupart des Français, quand ils parlaient aux Russes, vous devez être prudent, il faut pas... Mais bien sûr qu'il devait être prudent, le pauvre. Il faut être prudent, n'allez pas trop vite, etc. Et il s'était mis en colère, enfin très, très aimablement d'ailleurs, mais il avait dit, mais qui croyez-vous que nous sommes ? Nous avons le droit à la démocratie comme vous, nous avons le droit au même standard, et je ne vois en France que des gens, et en Europe occidentale, que des gens qui me disent prudence, il faut ménager le peuple, etc. Et il était vraiment, en tant que démocrate libéral russe, il était profondément choqué par l'idée qu'on lui refuse en fait le bénéfice des critères que nous considérions comme sacrés pour nous. Alors, c'est d'une façon générale, je crois que le problème vis-à-vis de Poutine, on mélange toujours, on passe toujours de 3 niveaux différents. D'abord, le problème de savoir si il réussit et si c'est bien. Je veux dire, c'est 2 choses très différentes. Poutine est un interlocuteur indiscutable. Il réussit il a consolidé son pouvoir, il a restauré une position internationale avec des moyens qui lui sont propres, que ce soit à la frontière de l'Europe ou au Moyen-Orient, et il est certain qu'on doit le considérer comme un interlocuteur important sur la scène internationale, de même qu'on doit considérer M. Erdogan, quelles que soient les dérives autoritaires extrêmement préoccupantes de l'État turc, on doit le considérer, on le considère d'ailleurs comme un interlocuteur. Mais je crois qu'il ne faut pas en déduire que c'est un modèle. Ce n'est pas un modèle. Et deuxièmement, la deuxième confusion, c'est l'explication
Alors, je trouve que Béatrice a un peu cédé à ce travers. On explique le succès et, comme disait Madame de Staël, tout expliquer rend très indulgent. Alors, je ne compare pas du tout Poutine à Hitler, mais je veux dire que si en 1938, on expliquait que Hitler était très populaire en Allemagne, il y avait toutes les raisons de le faire. Il avait sorti son pays d'une situation de minorité internationale, il avait réussi la politique économique, il s'était imposé à l'échelle des nations. On ne savait pas qu'il était complètement dingue, on savait qu'il était très antipathique et qu'il a installé une dictature. Mais je veux dire, on pouvait expliquer très bien les succès de Hitler sans avoir d'indulgence pour Hitler. Et là, je crois qu'il faut vraiment distinguer les niveaux. En l'occurrence, ce que montre Poutine, et je crois que c'est quand même clair, c'est qu'il a construit quelque chose qui n'est pas un État démocratique, qui est la rencontre entre une oligarchie financière et une oligarchie policière sur un fond d'exaltation nationale qui séduit le peuple russe. Et je crois que c'est une grave erreur parce que la Russie a besoin d'autre chose. Et je termine en disant, je ne pratique pas l'auto-humiliation sur la France et sur l'Occident. Nous n'avons jamais humilié la Russie. Nous avons admis dans l'OTAN des peuples qui voulaient y rentrer et qui avaient de bonnes raisons de se méfier de la Russie. Et l'OTAN n'a jamais été, depuis en tout cas la fin de la guerre froide, une alliance offensive. Ses moyens militaires ont été constamment réduits. Elle n'est en aucune façon une menace pour les Russes. Et c'est une construction idéologique que de développer ce réflexe obsidional qui effectivement sert Poutine. Un mot encore sur le gaz. Je crois qu'effectivement, il y a deux vainqueurs sur l'affaire de l'espionnage. Les vainqueurs, c'est Poutine, je crois que Béatrice a raison de le dire, ça lui a beaucoup réussi, et Theresa May. Cela dit, pourquoi tous nos pays, notamment la France, a cautionné la thèse de Theresa May? Parce que les services sont fondamentalement convaincus que ça ne pouvait pas être un autre responsable que la Russie. Bien, je voudrais, à propos de la conversation que nous venons d'avoir, signaler la sortie récente d'un film, La mort de Staline, qui tourne autour de la journée de la mort et des funérailles de Staline et des conséquences politiques, et qui m'a rappelé une anecdote, comme disent les Russes, qu'on racontait en Union soviétique avant que le mur ne s'effondre, où Staline meurt, on réunit le bureau politique, on annonce au bureau politique que Staline est mort, il y a un moment de silence et tout à coup on entend une voix qui dit « Mais qui va aller le lui dire ?» La suite de notre discussion sur les deux thèmes de l'émission dans le Bada, que nous allons maintenant enregistrer après cette émission, mais aussi après avoir sacrifié à la tradition des brèves, dont je vais ouvrir la liste, pour ne pas dire la litanie, en recommandant le livre de Philippe Lançon, journaliste à Libération et journaliste à Charlie, qui était à Charlie le jour où sont entrés les terroristes, qui en est sorti, vivant, extrêmement blessé, et qui a réussi à transformer une expérience d'ailleurs, quel vilain mot, enfin une situation, un moment de sa vie, qui ne peut être que très difficilement partagé, qui a réussi à le partager et à montrer ainsi ce dont est capable la littérature. Lucille Schmitt. C'est aux éditions Gallimard et ça s'appelle Le Lambeau. Merci Philippe. Alors je vais passer à quelque chose de moins bouleversant peut-être, mais qui me semble important. Comme vous le savez, on est au début d'une grève perlée de la SNCF et on voit que la pression s'accentue du côté du gouvernement. Emmanuel Macron va intervenir la semaine prochaine à la télévision et je pense qu'il parlera largement de ce sujet. Nicolas Hulot vient de donner dans le journal du dimanche une interview en montrant qu'au fond, la réforme de la SNCF était aussi écologique. Édouard Philippe nous en parle aussi. Moi, je pense que ce qui est important pour nous, c'est aussi d'avoir tous les termes du débat. Et même si ça peut sembler un peu étrange et provocateur, je voulais recommander la lecture du rapport qui a été fait par les syndicats, et notamment par la CGT, sur cette question de la réforme de la SNCF, parce que je trouve que dans ce rapport, qui est un contre-rapport Spinetta, il y a des éléments qui méritent d'être pris en considération, notamment sur la façon dont il faut aujourd'hui considérer davantage le chemin de fer comme un avenir, mais aussi par rapport à des choix de société, c'est-à-dire la question de la route versus le chemin de fer, la question du fret. Donc il y a quelque chose autour du modèle de société, et je pense que
on nous parle beaucoup de 95 et qu'aujourd'hui, au moins, l'un des bienfaits de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est que les choses se déroulent assez différemment du côté des syndicats. Ce n'est plus seulement une grève du rapport de force, il y a aussi une grève sur le contenu. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut participer, tout à l'heure on a parlé de contre-pouvoir ou pas, qui peut participer. Enfin, il faut le lire, parce que si le Parlement n'est plus un contre-pouvoir, on doit se poser, nous, la question comme citoyens, de savoir si nous sommes des contre-pouvoirs. Et d'une certaine manière, il faut lire aussi le rapport Spinetta, qui est, de mon point de vue, une pure horreur, qui est exactement la même chose que cette situation que je décrivais tout à l'heure à propos de Prestalis, où vraiment des gens parfaitement irresponsables s'amusent, font du Lego avec le reste du pays. Jean-Louis Bourlanges. Ça mériterait un grand débat. Nous ne l'aurons pas. Moi, je reste dans les affaires russes. Je voudrais recommander le livre qui est publié aux éditions de Fallois. C'est donc une des dernières décisions qui a été prise par le regretté Bernard de Fallois. Le livre d'un socialiste franco-russe, Boris Krzyzewski, Vers la catastrophe russe, est préfacé par notre ami Jean-Claude Casanova. Lettre de Pétrograd au journal L'Humanité, octobre 1917, février 1918. Krzyzewski était un socialiste russe, parlant parfaitement français, qui avait été envoyé par l'Humanité à ce moment absolument critique, à la fois pour la défense nationale française et pour l'avenir de la Russie, qui étaient les révolutions de 1917 en Russie. Et il a envoyé à partir d'octobre, il a envoyé des lettres à l'Humanité qui ont été immédiatement arrêtées. Alors, je crois que ça montre deux choses. Il est mort en 19, Krzyzewski. Ça montre que dès le début, un certain nombre d'observateurs lucides et bienveillants envers le socialisme avaient compris la perversité intrinsèque du système léniniste qui portait en lui la dérive stalinienne comme la nuée porte l'orage, n'est-ce pas ? Bon. Et deuxièmement, c'est que très tôt, un certain nombre de sirènes, ce que M. Gélène avait analysé dans le... comment s'appelait je ne me rappelle plus le titre de son bouquin, l'aveuglement, pardon, moi c'est la surdité et l'amnésie, lui c'était l'aveuglement, avait montré que dès le début des années 20, il y avait eu une espèce de chape de plomb. Romain Rolland disait qu'une grande lumière s'était allumée à l'Est. En réalité, la Ligue des droits de l'homme, par exemple, avait tout de suite décidé de ne pas rendre compte des atteintes aux droits de l'homme en Union soviétique en raison de la grandeur de l'objectif révolutionnaire poursuivi. Il faut lire ce livre, il est prémonitoire, il dit tout de suite. J'allais dire Jules Romain. Non, Jules Romain. Michaela Wiegel, pourquoi est-ce que j'appelle Michaela Wiegel Jules Romain ? Est-ce qu'il y a un psychanalyste dans la salle ou quelqu'un qui soit spécialiste du cerveau ? Michaela Wiegel. Il faut qu'on analyse ça. Je voulais parler d'un livre très dérangeant et dont je ne sais toujours pas ce que je dois en penser, mais je trouve vraiment il faut être lu. C'est écrit par Stephen Smith, qui était longtemps spécialiste Afrique pour Libération. Il est américain d'origine, mais il écrit parfaitement en français. Il a écrit un livre qui est intitulé « La ruée vers l'Europe » et qui, au fond, non seulement décrit les flux migratoires qui doivent venir d'Afrique vers nous, mais qui met en question toute notre pensée sur ce que nous considérons comme aide au développement. Il considère que nous nous trompons lourdement et que justement le fait qu'une bonne partie de la jeunesse africaine soit mieux qualifiée aujourd'hui qu'avant va faire accélérer encore l'attractivité de l'Europe. Donc, lisez-le et formez-vous votre opinion. Je ne sais pas quoi en penser. Béatrice Gibelin. Moi, vous avez fait cette thématique sur mémoire et oubli, et je voudrais citer le livre de David Rief, L'éloge de l'oubli, qui était donc notre invité. La mémoire collective et ses pièges. Et c'est vraiment un livre qu'il faut lire. Il est extrêmement éclairant, en particulier sur nos sociétés actuelles, qui sont des sociétés beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus multiculturelles, avec une partie de nos concitoyens qui ont une autre histoire que la nôtre et qui vivent en tant que victimes. Et qui demandent la reconnaissance de ce qui a été leur douleur, leur souffrance, et pas forcément eux qui l'ont vécu, mais parfois
jusqu'à leurs petits-enfants. Et on voit bien les problèmes que ça pose. Et je pense que cette réflexion-là nous serait extrêmement utile. Vous pouvez retrouver notre conversation avec l'auteur de ce livre, puisque c'était l'émission thématique que nous avons enregistrée la semaine dernière. Je vous remercie. Le Nouvel Esprit Public est préparé avec Valentin Petit. Le site est animé par Nicolas Tourneau. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes produisent nos enregistrements, assurés aujourd'hui par Laurie Galigani et par Christian Sory pour l'école alsacienne. Il me reste, avant donc que nous procédions maintenant au BADA, l'échange avec la salle, il me reste précisément à remercier la salle d'avoir affronté le marathon et le beau temps pour être venu nous soutenir.